Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 22 Oubra 558. Kasana s'avançait en direction du campement. Elle était seule et progressait avec un air perdu. Alors qu'elle apercevait au loin les barbelés, elle entendit une voix déformée par un haut-parleur. Arrêtez-vous! Mettez vos mains en l'air! La hoblérienne s'exécuta, et quelques secondes plus tard, elle fut rejointe par un groupe de bandits qui se trouvaient à quelques dizaines de mètres de sa position. Ils étaient camouflés et se trouvaient dans l'ombre d'une pile de métal, ce qui les rendait indétectables. Comme le pensaient les policiers et les miliciens alliés de Kasana, les alentours du camp étaient remplis de bandits embusqués. Une fois à sa portée, le plus grand du groupe la saisit et ils la firent avancer vers le portail du camp, en la tenant en joue. Kasana était inquiète, mais elle n'en laissa rien paraître, et elle se laissa faire. Une fois à l'intérieur, elle fut fouillée et dirigée vers un enclos où étaient parqués d'autres oblariens. Le matin même, les éclaireurs envoyés par les miliciens avaient remarqué que des barrières étaient dressées aux quatre coins du campement. Depuis le lever du soleil, des extraterrestres sortaient les uns après les autres de la grotte, dont l'entrée se trouvait dans l'enceinte du camp. Ils étaient escortés par des bandits armés et étaient conduits seuls ou en petits groupes vers les enclos situés aux quatre coins du camp. Tous les bandits étaient sur le pied de guerre et les éclaireurs avaient dénombré, au total, pas loin de 400 individus. Les miliciens et les policiers étaient eux au nombre de 150, répartis en 3 unités. Ils étaient tous véhiculés et le plan qu'ils avaient établi était bien huilé. Un premier groupe, guidé par Jace, attaquerait par le nord-ouest, alors que les Oblariens seraient prêts pour leur transfert. En toute logique, les véhicules quitteraient alors le camp par la porte principale, pendant qu'une partie resterait pour couvrir leur fuite. Une fois hors du camp, les bandits se trouvaient dans une cuvette, les menant vers le sud, et lorsqu'ils sortiraient de celle-ci, une seconde unité les prendrait en chasse pour les éloigner du campement. Cette unité serait dirigée par Juliran, accompagné de Radrock. Il pousserait les bandits vers la dernière unité, et ils seraient alors pris en tenaille. C'est à ce moment-là que Kasana entrait en scène. Elle devait s'assurer que les Oblariens seraient prêts à s'enfuir ou à se battre une fois libérés. Quand elle arriva dans l'enclos, elle attendit un moment que les gardes se soient éloignés et elle se retourna vers ses co-détenus. Elle voyait parmi eux des Oblariens, plus ou moins vieux, des adultes, des enfants, et tous semblaient souffrir d'épuisement et de malnutrition. Alors que certains lui demandaient qui elle était et d'où elle sortait, dans le langage des Oblariens sauvages, elle commença à leur parler, à l'aide d'un grognement rocailleux, incompréhensible pour la majorité des Virougiens. Nous allons vous sortir de là. Quand vous serez libre, tous les Oblariens capables de se battre aideront les miliciens à maîtriser ces barbares qui vous ont enfermés. Vous serez bientôt libérés. À peine avait-elle fini sa tirade que celle-ci fut transmise d'un Oblarien à un autre, et bientôt le grognement constant des extraterrestres attira l'attention des bandits. Ils commencèrent à menacer leurs prisonniers en leur intimant de se taire, et ils obéirent. Mais la rumeur avait atteint les autres cages, et tous les Oblariens du camp savaient désormais que la fin de leur calvaire était proche. À peine le calme revenu, Kasana commença les recherches pour lesquelles elle était venue jusqu'ici, et elle demanda autour d'elle si les Oblariens avaient vu un certain Case Brunos, mais personne ne l'avait vu. Après quelques minutes de recherche, un vieux Oblarien finit par lui dire « Quand j'étais enfermé dans la montagne, ils ont ramené dans la cellule en face de moi un des nôtres, qui semblait affaibli. J'ai repéré des cicatrices sur son corps. Quand je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, il m'a dit que des scientifiques s'en étaient servis de cobayes. Parmi eux, il y avait des Oblariens, civilisés. Mais ils ne semblaient pas plus libres que nous. Peut-être que votre ami est là-bas. » Kasana ne pouvait pas croire que Case ait pu faire ça, mais ses recherches ne donnaient rien, et il lui semblait de plus en plus probable qu'il ne faisait pas partie des prisonniers classiques. Il n'était pas dans la cage où elle se trouvait, et visiblement personne n'en avait entendu parler. Dépitée, elle s'assit dans un coin de l'enclos, tandis que les bandits continuaient d'emmener des Oblariens, sous-nutris et effrayés. Quand ils furent trop nombreux, les Oblariens commencèrent à se lever. Ils étaient de plus en plus serrés, et Kasana se demandait combien de ses congénères il pouvait bien y avoir dans ce camp. Elle estimait qu'il devait être plusieurs centaines, sûrement plus nombreux que les bandits, mais leur état physique empêchait toute possibilité de rébellion. Ils étaient tellement faibles qu'ils n'auraient pas fait le poids contre des Virougiens armés. En observant la seule autre cage qu'elle pouvait voir depuis là où elle se trouvait, elle comprit que ceux qui l'entouraient étaient les individus considérés comme les plus faibles. D'ailleurs, elle remarqua que les gardes qui étaient chargés de les surveiller étaient 2 fois moins nombreux que ceux qui surveillaient l'autre enclos. Alors que l'éclipse s'installait,
de gros projecteurs s'allumèrent et une flotte d'une dizaine de véhicules s'approcha de chaque enclos. Des bandits, armés jusqu'aux dents, se mirent au niveau de l'ouverture et ils firent sortir sans ménagement les Oblariens les uns après les autres, afin de charger tous les véhicules d'une quinzaine d'individus. Kasana avait le cœur déchiré, alors qu'elle voyait des familles séparées. Un instinct la fit rattraper une enfant, qui voulait suivre sa mère. Un des bandits s'apprêtait à la frapper quand elle la prit dans ses bras et recula d'un pas. Elle l'apaisa et lui dit qu'elle retrouverait bientôt sa mère. Quand elle fut emmenée à son tour, elle fut soulagée de voir que la petite Oblarienne était amenée après elle. Quelques minutes après que le dernier Oblarien fut chargé dans un des véhicules, Kasana entendit un bruit d'explosion suivi d'un long sifflement. Une lumière rouge éclaira la partie du ciel qu'elle voyait à travers la petite vitre du vaisseau où ils étaient entassés. Elle entendit immédiatement les bandits qui s'agitaient, pendant qu'ils tentaient de trouver l'origine et la signification de ce signal. Jace venait de voir le signal, comme tout le reste du groupe. Les véhicules se mirent en marche presque aussitôt. Tout en avant de la formation, Jace et un coordinateur se trouvaient dans un vaisseau rapide et maniable. Ils étaient suivis par un vaisseau bélier qui foncerait vers la clôture dès qu'il serait en vue du campement. Venaient ensuite 3 vaisseaux de transport de troupes chargés chacun de 10 miliciens et 8 biplaces de haut vol qui permettraient d'intervenir à tout moment partout dans le camp. Enfin, à l'arrière de la formation, un véhicule rempli de médecins ne rentrerait en scène que plus tard. La formation arriva en vue de l'enceinte en quelques minutes. Le vaisseau de coordination s'écarta sur la droite et Jace vit passer à toute vitesse le vaisseau bélier. Il emporta avec lui une bonne partie de la barrière qui lui faisait face et se retourna dans la manœuvre. Le coordinateur somma alors les bandits de se rendre et ils répondirent avec des tirs d'armes à énergie. Jace jura entre ses dents, tandis que les boucliers encaissaient les tirs. Lorsque les armes des bandits furent vidées, l'enquêtrice remarqua que les boucliers de leur véhicule venaient de céder. « C'était chaud », dit-elle, et son voisin lui répondit que ce n'était que le début. Tous les véhicules leur passèrent devant, et les miliciens qui en sortirent commencèrent alors à attaquer les bandits. Rapidement, un des véhicules de haut vol vint faire un rapport à son supérieur. « Les prisonniers viennent de quitter le campement. On est en sous-nombre, mais l'effet de surprise semble nous donner un bon avantage. » Et il retourna sur le front. Kasana sentit son véhicule se mettre en marche, beaucoup plus brusquement que lors d'un décollage classique. Elle se retrouva projetée contre ses voisins et comprit que les choses se déroulaient comme prévu. Quelques minutes plus tard, la soudaine accélération du véhicule ainsi que le bruit des tirs d'armes à énergie lui fit comprendre que la course-poursuite avait commencé. Alors qu'elle attendait avec une certaine appréhension l'arrêt du véhicule, elle ressentit la crainte de la petite Oblarienne qui se tenait à ses côtés. Elle lui prit la main et lui dit quelques mots rassurants. D'un coup, le vaisseau s'arrêta, comme elle s'y attendait, mais l'arrêt fut plus brutal que ce qu'elle avait anticipé. L'inertie de la charge déraisonnable que représentaient les Oblariens eut pour conséquence de faire se coucher leur véhicule. Les prisonniers furent tous projetés les uns contre les autres, mais Kasana réussit à protéger la petite avec son corps. Une interminable minute se passa avant qu'elle n'entende le bruit de la tôle déchirée par une pince hydraulique. Quand le vaisseau fut ouvert comme une boîte de conserve, les prisonniers sortirent, prêts à en découdre. Kasana sortit à son tour, intimant à l'enfant de rester dans le vaisseau et de ne pas faire de bruit jusqu'à son retour. Elle observa le décor qui s'offrait à elle. D'autres véhicules, comme celui qu'elle quittait, étaient éparpillés un peu partout. Certains s'étaient renversés, mais la majorité était restée droit. Quelques bandits tentaient de se battre contre les miliciens, mais se retrouvèrent vite submergés par les Oblariens, avides de vengeance. Les miliciens avaient presque plus de mal à protéger de l'attaque des extraterrestres les bandits qui s'étaient rendus que d'appréhender les individus dissidents. En continuant son observation, Kasana finit par voir les deux choses qu'elle craignait plus que tout. 2 des vaisseaux qui transportaient les prisonniers avaient fini leur course dans une pile de métal. Par la carcasse éventrée des véhicules, elle voyait qu'aucun des passagers n'avait survécu. Elle repéra également un véhicule de miliciens en feu, et craignait que d'autres aient été abattus pendant la course-poursuite. Dès que les bandits furent appréhendés, une équipe fut chargée de les extraire et partit en direction d'Aluminis pour les enfermer en attendant leur procès. Le reste des miliciens partit immédiatement vers le nord, en direction du campement pour prêter main forte à leurs collègues. Immédiatement après leur départ, une armée de médecins vint en aide aux policiers et aux Oblariens blessés et traumatisés par leur captivité. Kasana repéra parmi eux Soren et lui adressa un signe amical. Elle prit alors dans ses bras la petite, qu'elle avait protégée, et partit à la recherche de sa mère. Quelques heures plus tard, alors que l'éclipse avait pris fin depuis un moment, Kasana vit arriver sur le champ de bataille une colonne de véhicules et elle fut rassurée de voir sur leur carrosserie le blason de la milice d'Aluminis. Alors qu'elle voyait sortir de ces vaisseaux des médecins et des miliciens à la mine sombre, elle se dirigea vers le véhicule du coordinateur. Elle vit Soren en sortir et apprit que la bataille avait été gagnée difficilement et que les miliciens avaient compté beaucoup de pertes avant qu'ils n'aient réussi à mettre la main sur le chef des bandits et que ceux-ci ne se soient rendus. Kasana comprenait mieux la mine triste des vainqueurs, et alors qu'elle jetait un regard à la ronde, elle vit son mari sortir d'un des véhicules.
Elle courut alors vers lui comme elle n'avait jamais couru auparavant. Les miliciens avaient arrêté les bandits et libéré les derniers oblariens prisonniers, destinés à des expériences que la morale réprouve. Ils avaient également trouvé des scientifiques, forcés à mener des expériences sur des cobayes extraterrestres. Le couple s'enlaça, et alors que Kasana disait à son mari qu'elle pensait ne plus jamais le revoir, il lui répondit qu'il pensait qu'elle était prisonnière des bandits. Le couple était heureux de se retrouver, mais Kasana comprit que son mari ne serait plus jamais le même après les horreurs qu'il avait été forcé de commettre. Le lendemain de l'arrestation des bandits, tous les Oblariens employés dans les champs furent libérés, et Jace tenut sa promesse auprès des extraterrestres qui travaillaient chez Armanix. Il y eut également une célébration en l'honneur des miliciens, morts pendant la mission. Ils avaient sauvé la vie des centaines d'extraterrestres et furent considérés comme des héros par la nation. Après 4 jours de procès, les peines de toutes les personnes qui avaient été mêlées au trafic furent prononcées. Bien que dans les faits la production de la région avait été considérablement augmentée, la manière de le faire ne pouvait être cautionnée. De plus, l'enrichissement personnel du gouverneur et de ses conseillers était leur principal moteur, ce qui les rendait clairement coupables aux yeux de la justice. Les décisionnaires furent condamnés à la prison à perpétuité, tandis que les peines des autres membres allaient de 1 à 20 ans de prison. En tout, les compensations en nature qui allèrent aux victimes s'élevaient à plusieurs millions de cristaux de charge. Cependant, la région tira des choses positives de cette histoire. Les ingénieurs et scientifiques du camp avaient mis au point des technologies extrêmement performantes. Initialement destinées aux grandes entreprises qui avaient soudoyé Malax pour qu'il passe à l'action, elles furent finalement rendues accessibles à tout le monde. Les paysans purent donc en bénéficier, et les ingénieurs qui les avaient mis au point sous la contrainte furent reconnus comme leurs inventeurs officiels, leur offrant une source de revenus conséquente. Le procès s'était tenu à Aluminis, afin de s'assurer que les jurés qui décideraient de la peine ne soient pas corrompus, et les différents policiers qui avaient reçu des pots de vin furent limogés. Aussi bien Toms que Juliran profitèrent de cette situation, et ils virent tous deux leur carrière connaître un important avancement. Les 8 citoyens qui avaient permis la découverte de ce trafic, ainsi que son démantèlement, furent élevés au rang de héros de la nation, la plus haute distinction pour des civils. Cependant, leur identité dut rester secrète afin de les protéger de potentielles représailles, et reçurent néanmoins une importante récompense financière pour les remercier officiellement. Kasana quitta son travail de cuisinière et ouvrit son propre restaurant avec la récompense. Les dédommagements que reçut son mari leur permirent de vivre un moment, le temps que son restaurant commence à fonctionner. Case, quant à lui, mit un long moment pour se remettre de sa détention. Et des années plus tard, il lui arrivait encore de se réveiller en pleine nuit, après avoir fait un cauchemar. Il finit par quitter son travail pour aider sa femme dans son projet. Jace, quant à elle, accepta l'invitation de Peyton au restaurant, puis ce fut à son tour de l'inviter. Et ils finirent par bien se connaître. Régulièrement, le jeune couple organisait des soirées avec leurs amis, Soren et Lane. Ce dernier avait perdu l'usage de son bras, mais eut accès à une prothèse d'épaule qui lui permit de progressivement s'en resservir. Cette aventure avait fortement resserré les liens qui unissaient le couple que formaient Lane et Soren, et désormais, ils n'avaient plus de secret l'un pour l'autre. Radrock, quant à lui, assura avec sa collègue la plaidoirie en faveur des extraterrestres qui avaient été enlevés. Il finit par déménager à Luminis et s'adapta très vite au rythme de la capitale. Régulièrement, les 8 héros se retrouvaient, liés par des liens uniques que seule une aventure comme celle qu'ils avaient vécue pouvait créer. Merci énormément d'avoir regardé cette série jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé et à mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail. Si tu veux voir d'autres projets comme celui-là, abonne-toi à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!